Bienvenue à Parle Jazz du mardi, en ce 2 décembre. Aujourd'hui, j'ai avec moi en studio Jacques Giguère. On va parler de plusieurs sujets d'actualité. On va revenir un peu sur la taxe de l'essence. Sujet complexe. Je vous dirais, j'ai essayé de fouiller pour tout comprendre ces histoires de taxes qui étaient abolies ou pas le 1er décembre. Bien, on va en discuter avec Jacques. On en aura peut-être le cœur net. C'est ce qu'on souhaite. Et plusieurs sujets d'actualité qui nous préoccupent. Je vais te souhaiter la bienvenue, Jacques. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je suis en train de mettre mes écouteurs. La technique qui se passe. Je me suis enfargé dans le fil. Ben, bienvenue à cette émission. Je vous rappelle que pour participer aux discussions aujourd'hui, c'est toujours le 506-532-0133. Si les sujets dont on parle vous touchent, vous interpellent, ben, vous nous faites signe, vous nous appelez et par courriel, c'est le ppjj@cjse.ca. Bon mardi. C'est l'heure de Parle Jazz du mardi. J'espère que vous passez une belle journée jusqu'à présent. Bonjour Jacques, Bonjour. Bienvenue encore à l'émission. Bonjour, ça va bien? Très bien, chers collaborateurs, très heureux de te retrouver avec, j'espère, des explications aujourd'hui. Il y a certains sujets où j'espère que tu vas me clarifier ça pour que dans ma tête, ça soit compréhensible. On va essayer, mais d'abord, permettez-moi de vous féliciter, Sébastien et toute l'équipe de CJSE pour le radioton de l'Arbre de l'Espoir de vendredi dernier. Vous avez fait un excellent travail et puis le résultat est là. Et bravo. Merci. La première chose que je dois vous faire, c'est de vous lever mon chapeau. Félicitations à tous les gens qui ont donné, puis les gens qui font des campagnes toute l'année qui ont permis de ramasser ce 1,4 million. 1,4, devrais-je dire. On n'est pas américain. On va y aller avec les virgules. Mais franchement, oui, beaucoup d'argent amassé. Ça va en sauver des vies. La recherche qui avance sur le cancer, c'était très, très gratifiant. C'est une bonne chose que cette institution continue d'évoluer dans notre société. On a besoin de ces gens qui travaillent fort pour notre santé. Et puis, on a la chance d'avoir un système aussi de santé au Canada qui est, j'allais dire, gratuit. Oui, qui est gratuit en bonne partie. Il y a beaucoup de soins. Je lisais justement un article hier où on disait que si vous prenez les pays industrialisés comme la France, l'Allemagne, le Canada, la majorité de tous les pays industrialisés qui ont un service des soins de santé universels, personne ne fait faillite. Zéro personne. Personne ne fait faillite parce qu'il a été obligé d'avoir des soins de santé. Aux États-Unis, c'est 350 000 personnes par année qui font faillite parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils ont tombé malades, puis les assurances, ou une partie des assurances où il n'y avait pas d'assurance, n'ont pas pu payer pour ça. On est rendu là-bas aux États-Unis, puis on a encore coupé davantage dans le Medicare et le Obamacare et tous ces systèmes de soins de santé pour les gens qui en ont bien besoin. Alors, je ne sais pas de quel côté où on va aux États-Unis, mais de toute évidence, on ne va pas dans le même côté que le nôtre. Et je suis très content de vivre au Canada quand je vois ce qui se passe aux États-Unis. Et tu me parlais, Jacques, du fait que, justement, il y a des gens qui font des faillites à cause de la maladie parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs frais médicaux. Il y a des économistes puis des chefs d'entreprise qui ont débattu des moyens de relancer la croissance économique après qu'on ait appris que c'est des données un peu spéciales. C'est un PIB par habitant. C'est un peu... des fois, on peut pas se fier là-dessus nécessairement, mais au Nouveau-Brunswick, on est les pires. Sur la liste qui ont sorti, complètement en bas des 60. Non, puis quand on compare, c'est ça. On regarde que, comme les États-Unis, le fait que les services de santé soient payants, que les gens font des faillites comme ça, c'est pas enregistré là, dans ces données-là. Le fait que, par exemple, là, ici, on paie beaucoup moins, qu'il n'y a pas de profits qui sont engrangés par la santé, ça nous donne un PIB plus bas. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Les services, comme aux États-Unis, puisqu'ils font beaucoup de profits avec la santé, tout ça, ça rentre dans le PIB. Oui, mais... Ils ont un PIB plus élevé. Tant il y a aussi longtemps qu'on va mettre l'économique en premier, vous allez avoir des déséquilibres comme ça. Puis une de mes anciennes collègues de travail avait tellement raison, et elle me disait tout le temps, tu sais, sous la torture, les chiffres peuvent dire n'importe quoi. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'on peut sortir des statistiques, on peut toujours trouver un aspect qui va favoriser quelqu'un plutôt qu'un autre.
OK? C'est ça, la finance, c'est ça. Puis, à un moment donné, on s'éloigne des besoins des gens. Puis, à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel puis se dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin, moi, comme être humain? Qu'est-ce qu'on a de besoin, essentiellement? Puis, vous remarquerez que dans la plupart des crises économiques ou sociaux de santé, par exemple, comme la COVID, par exemple. La COVID est un bel exemple. C'est la dernière crise qu'on a eue au niveau mondial. Quels pays sont les mieux ont traversé cette crise-là avec le moins de dommages possible? Est-ce que ce serait Norvège, la Nouvelle-Zélande? En fait, c'est majoritairement tous les pays qui avaient des systèmes de santé publique avec une bonne prévision. Chacun a... Bon, on peut être d'accord ou pas de la manière que ça a été appliqué. Je sais qu'il y a des gens qui disent des anti-vaccins, mais c'est la responsabilité d'un gouvernement de s'assurer que sa population soit le plus en santé possible, hein? Puis de protéger les gens. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Alors là, il y a comme au Québec, ils ont été beaucoup plus loin en mettant des couvre-feux, par exemple, à partir de 20 heures. Je pense que tu ne pouvais plus sortir. Ouais. Ou si tu avais tel âge, tu ne pouvais plus sortir. Ou des trucs comme ça qui ont vraiment... Et il y a beaucoup de gens qui étaient, avec raison, en colère pour dire « Wow, mais où va ma liberté, moi, là-dedans? » Mais en même temps, le gouvernement voulait protéger les gens parce qu'il y avait peut-être des abus. Fait que les gens ont trouvé des trucs. Ah, ben, faut que je sorte mon chien. Si je sors mon chien, là, j'ai le droit de sortir. Prendre une marche le soir. Mais au Nouveau-Brunswick, on n'a pas été jusque-là. On était plus sage. Je pense que la crise a été relativement bien gérée au Nouveau-Brunswick, mais dans l'ensemble des pays industrialisés, on a eu un bon travail. Moi, j'avais été vraiment déçu qu'on ferme les frontières parce que j'avais de la famille de l'autre côté et tout ça. Mais quand j'avais regardé comment la pandémie ne touchait pas, là, tu sais, au début, là, ouais. On voyait les autres toucher, puis nous, ça nous atteignait presque pas. Ouais. Ça a été bien. On a eu comme un répit du début de pandémie, mais à un moment donné, ça nous a frappé fort. Ça a frappé parce que c'est un virus. Puis ça frappe. Comment ça frappe? En fait, on peut pas avoir... On a misé beaucoup pour protéger les gens dans les hôpitaux, mais on a oublié les foyers de soins pour personnes de longue durée, par exemple, ou les foyers pour les personnes âgées. Et c'est là que ça a frappé le plus. Non pas qu'on n'avait pas prévu des choses, mais on n'avait pas assez fait de protection de ces gens-là. Okay. Donc, il y a des leçons, je pense, que notre système de santé va retirer de tout ça. Je ne suis pas un spécialiste en santé, là, loin de là. Mais je pense qu'il y a des solutions qui vont être mises en fait, de l'avant pour la prochaine, parce qu'éventuellement, il y a des fortes chances qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans une mondialisation de plus en plus grandissante, là, tu sais. Alors voilà. Mais c'est quoi, c'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Non, hein? Non, bien sûr. Non. Mais il y a plusieurs choses dont on voulait parler, dont cette taxe de l'essence. Là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que, Jacques, tu as fait le tour de la situation et tu es capable de comprendre les enjeux? En fait, j'ai essayé de comprendre. Je devrais vous dire... C'est pas facile, hein? Il y avait une taxe... Il y a différentes taxes sur l'essence, OK? Comme il y a une taxe provinciale, puis il y a une taxe d'assises fédérale qui sont dans le prix de base que vous payez, peu importe ce qui se passe. Puis ça varie d'une province à l'autre, sauf la taxe fédérale qui est la même partout. Après ça, vous avez le prix du pétrole brut, hein? Le prix du raffinage, le prix du transport, le prix du détaillant, hein? Parce que ça varie d'un endroit à l'autre. Puis qu'est-ce qui est relatif à la taxe, c'est qu'ils ont des coûts environnementaux à combler, hein? Les grandes entreprises, puis la taxe, ça sert à ça, à ce que j'ai compris. C'est-à-dire que la taxe carbone servait à ça. Pendant quelques années, il y a eu une taxe carbone qui est imposée par l'ancien gouvernement libéral, qui... au fond, était à peu près, on va arrondir à une vingtaine de cents du litre. Et il y avait une remise. Il faut pas oublier, hein, il y avait une remise carbone. Il y a des gens qui recevaient un chèque à la fin de l'année pour dire voici, on vous donne tant parce que c'est le montant total qu'on a ramassé. C'était redistribué aux gens. L'idée derrière ça, de cette taxe carbone, c'était de pénaliser ceux qui polluent plus par rapport à ceux qui polluent moins. Donc, il y avait un chèque, mais il n'y avait pas payé tout cet argent-là à la pompe. Donc, il recevait plus d'argent parce qu'il avait mieux consommé. Vous comprenez? Mm-hmm. C'est un peu ça, l'idée de la taxe carbone pour les personnes. Les entreprises, c'est une autre affaire. Cette taxe-là existe encore sur les entreprises. Elle n'a pas été enlevée, la taxe carbone pour les entreprises. Mais la taxe individuelle a été enlevée. C'est ça qui a été enlevé au 1er avril. Maintenant, ce que le gouvernement voulait faire
récemment, c'est-à-dire à partir du 1er décembre, c'était d'enlever la taxe qu'on appelait la taxe Higgs. Hein? C'est comme ça qu'on l'a appelé parce que dans la fameuse... dans le projet de loi qui était présenté à l'époque, les entreprises devraient payer pour se décarboner. OK? Comme la raffinerie Irving, qui est le plus gros pollueur au Nouveau-Brunswick, en passant, devait payer pour se décarboner. Et donc, ça revenait à peu près environ à 7-8 cents le litre. Là. OK? J'arrondis, là, mais c'est à peu près ça. Et l'ancien premier ministre a compris en quel point notre compagnie Irving faisait pitié et il ne voulait pas qu'il paye ce montant-là. Donc, il a dit, les citoyens vont payer à la place de la compagnie cette taxe-là. C'est à ça que ça servait. C'est exactement ce que c'est. Exactement ça. Bon. Et là, le nouveau gouvernement est arrivé et une de leurs promesses, c'était de l'enlever, cette taxe-là, parce que ça n'avait pas de bon sens. Ils se sont dit, ben non, soit qu'Irving la paye ou qu'on l'enlève. OK, mais là, ma question, comment ça se fait qu'on nous disait que si on l'enlève, elle serait remplacée ou renommée et qu'on arriverait à faire finalement payer ça sur les détaillants? Si vous êtes capable de lever le voile sur ça, moi, je suis pas capable. C'est complexe. C'est très complexe. Parce que là, tout à coup, devant la commission, là, les gens ont dit... Les détaillants, surtout les détaillants, ont dit « Attention, si vous enlevez ça, nous autres, on va perdre notre marge de profit. » Pourquoi vous allez perdre votre marge de profit? Parce qu'on va leur charger un frais supplémentaire. Pourquoi on va le charger? Mais il s'agit de réglementer. Vous avez droit à votre marge de profit. Personne ne remet ça en question. Qui va vous l'enlever, votre marge de profit? La compagnie pétrolière? Ben, mon Dieu, que le gouvernement mette ses culottes puis qu'il fasse la réglementation en circonstance. Si on enlève 7 cents, il faut que ça baisse de 7 cents. Point. Oui, puis là, c'est pas ce qu'on nous dit. Parce que c'était une taxe. Anyway, ça n'a aucun rapport avec le prix du baril de pétrole, ça n'a aucun rapport avec le prix du raffinage, ça n'a aucun rapport avec le transport, ça n'a aucun rapport avec les... Alors, tout à coup, on va enlever une taxe, puis là, on peut plus l'enlever parce qu'il y a quelqu'un qui va se la mettre dans les poches. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Mais c'est pas clair. C'est ça le problème, c'est que c'est très difficile de bien comprendre cette affaire-là. Les prochaines semaines... C'est quoi le UB? Le quoi? UB? Non. EUB, parce qu'ils disent qu'ils ne disposent pas d'informations directes des compagnies pétrolières sur les coûts qu'elles ont subis à cause de la politique fédérale. On ne sait pas combien les compagnies payent pour ça. Écoutez, moi, je cherche encore. Mais il y a une chose que je me suis amusé à faire. Ça, par exemple, je peux vous le dire. Je me suis amusé à faire hier des petits calculs. Parce que au mois d'avril, rappelez-vous, au mois d'avril, on a enlevé la taxe carbone fédérale sur le prix, qui était autour de 20 cents. Avant, moi, j'ai gardé mes reçus, de janvier à mars, le coût moyen du litre d'essence au Nouveau-Brunswick était de 1,60 $. OK? De janvier à mars, le coût moyen était de 1,60 $ du litre de régulier au Nouveau-Brunswick. On a enlevé la taxe carbone le 1er avril. Tout à coup, il est baissé à 1,38 $. Donc là, on voyait une amélioration tout de suite. Oui, parce que 1,60 moins 1,38 $, ça fait 22. Okay. Il y avait une écononomie de 22 cents à ce moment-là. Ça Tout le monde s'est dit, c'est à peu près... Oui, mais tu sais, plus ou moins 2 cents, là, je suis d'accord avec ça, je comprends. C'est ça. Hier, là, vous faites le plein, parce que j'ai fait le calcul hier, au Nouveau-Brunswick, le maximum à l'ordinaire, c'est 1,54,3. Sans service. Avec service, ça peut aller jusqu'à 1,57. Donc, ça a remonté. 1,54. Donc, on est passé de 1,38 à 1,54. Donc, faites le calcul, c'est plus 16 cents. Je répète, avant la taxe, on payait 1,60. On a baissé de 22 au 1er avril. Et là, aujourd'hui, on est remonté de 16. Donc, il y a 4, 5, 6 cents. Là. On est à 6 cents de revenir exactement où on était avant, sans la taxe. Moi, je sais que des gens vont nous dire, ben oui, mais ça dépend du prix mondial, du baril du pétrole, les marges de profit, etc. Némite, là, il y a toutes sortes de raisons pour augmenter le prix du pétrole. C'est vrai. Alors là, on pourrait se dire, c'est tout à fait normal. Mais notre voisin, le Québec, n'a jamais enlevé la taxe carbone.
Ils l'ont gardé. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont leur propre système de collecte de fonds, de taxes, pour la taxe carbone. Ils font partie d'une espèce de club select, là, que j'appelle, avec la Californie et d'autres États pour collecter eux-mêmes une taxe carbone pour les efforts qui vont... C'est de l'argent qui est réinvesti dans des technologies vertes, l'électrification, etc. Bon, c'est leur choix comme province de le faire. Ils avaient le droit. Et le fédéral avait accepté. Il disait, c'est que ça a l'air pas pire, votre affaire. C'est comparable. Ceux qui le font pas, le fédéral l'avait imposé. Parce qu'il y a d'autres provinces qui voulaient rien savoir, comme le Nouveau-Brunswick. X voulait rien savoir. Donc, ils ont décidé de faire ça au Québec. Mais donc, eux, le 1er avril, ils l'ont jamais enlevé, la taxe carbone. Elle est un peu moins élevée, mais il n'en demeure pas moins que si vous allez au Québec aujourd'hui, j'ai sorti tous les prix moyens de toute la province, de notre voisin, pour voir. Et aujourd'hui, on paye 1,49,5 en moyenne du litre donc, ordinaire d'essence. Ils ont gardé la taxe et ils payent encore moins cher. Voilà. OK. C'est le point que je voulais faire. Donc, quand on blâme une taxe carbone pour augmenter le prix de l'essence, ici, là, on a une preuve flagrante que c'est pas la taxe carbone qui est le problème. Il se passe de quoi ailleurs. Et c'est ça qu'on ne sait pas. Regarde, j'ai une question qui nous vient par courriel qui est tout à fait dans ce sens-là. On nous dit, est-ce que notre propre gouvernement est pris en otage par NB Power? C'est la question qui nous arrive. Qu'en pensez-vous? Ben, je pense qu'on... NB Power, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Moi, je vous parlais probablement qu'il voulait dire par Irving, par la raffinerie, je sais pas. En fait, là, Énergie Nouveau-Brunswick, eux, ils font de l'électricité. Moi, je parlais du pétrole. Peut-être qu'il parlait... peut-être que le courriel, ça aurait dû être... Ouais. Mais la question se pose quand même par rapport à Énergie Nouveau-Brunswick. Alors, en fait, ces géants de l'énergie qui ont un lien direct avec le bureau du premier ministre. OK? Alors, il faut se questionner sérieusement, à mon avis. Quand je vois... avant, c'était pas caché. L'ancien premier ministre, c'était un ancien comptable de la raffinerie Irving. Donc, à un moment donné, oui, tu gardes des liens. Tu peux pas juste tout... Tu jettes pas le bébé avec l'eau du bain, là. Tu vas pas tout perdre tes relations d'amitié que tu avais dans le passé. Ça, c'est compréhensible. Puis les gens ont fait confiance quand même parce que c'est un comptable. Donc, c'est pas pour rien qu'on avait jusqu'à 1 milliard de surplus au Nouveau-Brunswick. Imaginez, petite province comme le Nouveau-Brunswick qui réussissait à faire un surplus de 1 milliard de dollars. C'est énorme. Alors, il y a quelqu'un qui savait compter quelque part. Par contre, on a coupé dans les soins de santé, on a coupé. Pour faire des milliards de surplus, il faut couper quelque part. Il faut que tu privilégies les revenus, puis il faut que tu coupes dans les dépenses. Ça, tout le monde comprend ça. On gère tous des budgets. Mais moi, à mon avis, le gouvernement n'est pas là pour faire des surplus. Il est là pour donner des services. Donc, son objectif, au moins, c'est d'avoir un budget stable, ce qu'on n'a plus. On a perdu ça complètement. Et, si possible, d'investir, surtout en santé et en éducation, parce que c'est ça les grosses dépenses d'un gouvernement provincial. Alors, par rapport à Énergie Nouveau-Brunswick, c'est intéressant que la question soit posée parce qu'hier, j'ai eu j'ai eu la chance d'aller à Memramcook. Il y avait une présentation d'information. C'était une réunion d'information du groupe Memramcook Action au sujet de la centrale au gaz qu'on va construire à Center Village, là, qui, au fond, est à peu près à 25 km à vol d'oiseau là, du centre-ville de Shediac, là. C'est à côté, là. Donc, de 400 à 500 mégawatts, encore une fois, c'est pas clair. Ils proposent 400, mais jusqu'à 500 mégawatts. Et puis, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, si c'est possible, parce que hier, vous aviez 2 invités du Parti libéral. M. Gauvin 2 députés, et Cédric Alexandre 2 députés Doucet. que j'ai eu le plaisir d'écouter. Et j'étais très déçu de leur réponse par rapport, justement, à la centrale au gaz
La réponse, c'était, vous savez, il y a beaucoup de croissance économique dans le sud-est, Dieppe, Riverview. Puis on a besoin de Moncton, fournir Figeac, en électricité. Et donc, ça prend de l'énergie. Et donc, c'est normal qu'on ait besoin d'énergie. Et donc, c'est normal qu'on le fasse dans le sud-est. Et on se fie aux experts. Fin de la discussion. En gros, c'est ça. Moi, j'ai un sérieux problème parce que leur rôle, c'est de représenter tous les citoyens et leur rôle, c'est de poser des questions aussi quand ils voient bien que ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai senti, moi, hier, qu'on s'en lave les mains. Ah, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement précédent. Le fait qu'on aille vers des intérêts américains? Est-ce que c'est... Il y a ça. Ça, c'est le premier... Pas seulement ça. Ça, c'est le premier problème. Hier, on nous dit qu'il n'y avait pas d'autres compagnies qui répondaient aux exigences, qui étaient capables de faire ça. Efficacement, rapidement. Ça, c'est faux. Aussi simple que ça. Il y a des compagnies, il y a d'autres compagnies au Canada et ailleurs dans le monde qui sont capables de faire des centrales au gaz. Comme si c'était un monopole de Pro Energy. Comment se fait-il qu'il y en a en Allemagne, il y en a au Japon, il y en a partout ailleurs dans le monde, puis que nous autres, on est poignés avec eux autres? Moi, j'ai un sérieux problème avec cette réponse-là. C'est pas vrai. J'ai compté rapidement des fabricants de turbines, là. J'en ai compté 2 allemandes, 2 françaises, une japonaise, une italienne, puis ça m'a pris 5 minutes de trouver ça. Maintenant, c'est pas parce qu'ils font des turbines qu'ils sont capables de faire une centrale. Ça vous prend des firmes d'ingénierie qui est une espèce de contracteur, si vous voulez. Quand vous construisez une maison, vous avez un contracteur qui va aller chercher tout le monde, mais il y a un maître d'œuvre du projet. C'est ça, une firme d'ingénierie. J'en ai compté au moins 3 françaises, 3 canadiennes qui sont capables de faire ça, puis je compte pas toutes les européennes. À un moment donné, j'ai arrêté de compter. Donc, il y en a. SNC-Lavalin, par exemple, qui est basé à Montréal, font des projets. Ils en ont construit 2 centrales. Une centrale en Algérie. Alors qu'on nous dise pas qu'il y en a pas d'autres. Il y en a d'autres. Okay. Ça, c'est si on veut aller avec le gaz. Ça, c'est le premier problème que moi, j'ai. Tu voudrais qu'on préconise des énergies renouvelables même à ce niveau? Même si ça presse? Ça, c'est l'autre problème. Le premier problème, c'est qu'on va choisir une compagnie américaine. Ça, je pense faut réfléchir à ça sérieusement dans un contexte de guerre commerciale avec nos voisins américains. Je vous rappelle, nos voisins américains font du bullying sur l'économie canadienne, là. On est tous conscients de ça, là. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un contrat de 1 milliard. Ça va prendre... En fait, c'est la compagnie qui va assumer les coûts, mais nous, on va tout leur payer, ça. On va tout leur payer en achetant de l'électricité d'eux autres. Et on va brûler du gaz de schiste qui va venir des États-Unis, parce que le pipeline, il passe là, mais il s'en va aux États-Unis, eux. Donc, on devient dépendant énergétiquement d'une compagnie américaine. Mais moi, sérieusement, là, dans un contexte comme actuel, de crise, de relations avec nos voisins américains, je suis pas convaincu encore que c'est la meilleure décision. L'autre chose aussi, quand on apprend au mois de juillet de la première ministre qu'elle a appris, elle aussi, dans les journaux, qu'on allait construire une centrale au gaz, c'est un peu... Première ministre n'était pas au courant au départ? Ben, c'est ce que je comprends. Si vous étiez premier ministre, M. Boucher, Sébastien, vous apprenez ça, c'est quoi votre premier réflexe? J'aurais été offusqué. Moi, j'aurais pris le téléphone, j'aurais appelé le président d'Énergie Nouveau-Brunswick, puis je dis, toi, t'es dans mon bureau dans 5 minutes. Bye. Bang. Puis tu raccroches. Parce que c'est inacceptable, à mon avis. Je comprends que c'est une société d'État, je comprends que c'est indépendant, puis ils peuvent faire ça. Mais la moindre des choses, c'est d'appeler le boss en haut et de dire « Hey, on va faire telle annonce ». Ça, c'est la moindre des choses. Puis de lui expliquer les tenants et aboutissants, là, les pour et les contre de ça. Mais ça n'a pas été fait. Et là, il y a une responsabilité. Ces gens-là ont été élus. Et qu'on me dise après que, vous savez, ça, c'est parce que ça a été une décision qui a été prise avant qu'on soit élu. Mais pourquoi qu'on vous a élu? On vous a élu pour que vous ayez dans la direction qu'on devrait aller. Et là, tout à coup, on se cache derrière. C'est ça, hier, moi, qui m'a beaucoup choqué. C'est comme si, c'est pas de notre faute. Fait qu'on continue la pédale au fond, puis on se bat pas de ça.
Ça, j'ai un problème avec ça. J'ai un sérieux problème avec ça. Je suis très déçu à ce niveau-là. Je pense que les gens commencent à réaliser qu'est-ce que ça veut dire, cette centrale au gaz-là. Et cette centrale au gaz, est-ce que c'est celle-là qui a un rapport avec la fracturation hydraulique? En fait, non. Non, c'est un autre. C'est deux dossiers, mais ça pourrait le devenir. En ce sens que c'est une centrale qui fonctionne au gaz et aussi au diesel. Si jamais on manque de gaz, ils vont avoir des gros réservoirs de diesel. Ah, d'accord. Bon, vous comprenez? Mais c'est essentiellement au gaz. Le gaz, qui soit naturel, qui vienne de l'île de Sable, quoique là, on a vidé la poche, mais il y en aurait un autre apparemment par là-bas, ou qui viennent de Pennsylvanie, peu importe où il vient, ou de l'Ouest canadien, qui traverse les États-Unis puis qui vient jusqu'à la centrale, si c'est de la fracturation hydraulique, là, le fameux gaz de schiste, donc, à sa source, ça pollue énormément en Pennsylvanie, là. Pas vrai que le gaz de schiste, là, c'est du gaz naturel, puis que tout va bien. Oui, c'est du gaz naturel, ça revient tout au même. Mais quand t'es rendu que tu squeezes la roche pour aller chercher la dernière goutte ou le dernier... Et on commence à avoir un sérieux problème. Il faudra réfléchir à l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et hier, jamais on a prononcé les mots développement durable, jamais on a prononcé les mots de énergie alternative. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose que ça pour combler ce besoin énergétique? Il y aura peut-être les changements climatiques aussi que tu aurais aimé qu'ils soient abordés. Oui, ça c'est une autre conséquence. Ça, c'est une autre conséquence. On a signé l'accord de Paris et là, on s'en éloigne. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va donner à une compagnie américaine le soin de produire de l'énergie selon nos besoins puis s'assurer qu'on n'en manque jamais l'hiver, etc. Ça, je comprends. Mais on signe un contrat de 25 ans qui nous condamne à polluer pendant les 25 prochaines années et probablement plus. Parce que lui, pensez-vous qu'il va s'installer là pour ne pas faire de profit? Ben non. Et l'autre chose, puis je termine là-dessus, une chose que j'ai apprise hier et qui me renverse encore aujourd'hui, c'est que la compagnie aura besoin d'eau, beaucoup d'eau, pour faire fonctionner ses turbines. Tenez-vous bien, Sébastien, ils vont pomper de la nappe phréatique 7 millions de litres d'eau par jour. Ouf! Ça, j'aime pas ça entendre ça avec l'eau qu'on manque présentement, là. Ben c'est ça. Puis je pense qu'hier, il y a des gens qui commencent à comprendre que ça, là, c'est à peu près... elle est à peu près au milieu entre Sackville, Port Elgin, Memramcook, puis disons, Shediac, un petit peu plus au sud. Mais dans le milieu, là, eux autres, ils vont descendre à 500 mètres, 500 pieds, puis ils vont pomper 7 millions de litres d'eau par jour. Ça m'inquiète. Alors, avec raison, je crois. Je sais pas, mais je pense qu'hier, on a eu de l'information qui nous permettent de dire est-ce que c'est la meilleure chose? Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Et je suis très déçu de nos élus en ce moment, provinciaux, qui, à mon avis, dorment au gaz. Pour pas faire de jeu de mots. Sur ce dossier-là, je suis désolé, mais vous n'avez pas la note de passage. J'ai un auditeur qui vient de nous écrire, qui pense un peu comme toi, Jacques, qui dit bien d'accord avec votre invité. Les seules réponses qu'on a eues hier des ministres, ce n'est pas dans ma cour, je passe la balle à l'autre. On dit un peu ce que vous aviez dit. Oui. Ça ne concerne pas vraiment, on ne peut pas prendre la décision. On a eu des gens qui ont eu cette réflexion aussi. Si vous voulez continuer de nous écrire, c'est ppgj@cjse.ca et les lignes sont ouvertes. Si vous avez des questions ou des commentaires avec notre invité Jacques Giguère, gênez-vous pas, le 506-532-0133. De retour à Parle-Parle, Jase en ce mardi 2 décembre. On est en compagnie de Jacques Giguère. On a parlé de différents sujets qui nous touchent, notamment par rapport à l'essence jusqu'à présent. Mais on prend un appel, c'est le 506-532-0133 pour nous rejoindre. Parle-Parle, Jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on parlait des nappes d'eau souterraines. C'est vrai, je sais qu'une compagnie comme ça, on tronc d'eau dans une journée. Ce eau-là, c'est qu'à voir par après, je ne sais pas. C'est une comparaison aux villes, jusqu'à t'as comme un exemple, toutes les villes, les petites villes quand même, il y a des systèmes d'égout. Et je sais que l'eau va à bas de la rivière. Tandis que les maisons qui sont bâties dans les campagnes, on a un système septique, mais l'eau est bien filtrée, l'eau qu'on utilise est bien filtrée par dans la terre, les veines d'eau. Oui. Puis les veines d'eau, là, cette année, là,
je ne sais pas, mais avec toutes les pluies qu'on a eues jusqu'à ce là, je ne sais pas si ça remplit les veines d'eau qui sont souterraines. Là. C'est en train de les remplir tranquillement. Ça prend un certain temps, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, justement, hier, qu'ils ont eu des problèmes d'eau pendant l'été, mais que là, leur puits, là, ils ont vérifié, justement, hier, puis il avait augmenté de 2 pieds. Donc, c'est intéressant de voir que les dernières pluies, heureusement, pour l'hiver, risque de permettre aux gens de passer l'hiver. Là. Ça, surtout sur les gens qui ont des puits de surface, là, j'entends. Là. Ouais. C'est ça. Tu prends comme les systèmes d'égouts dans les villes. Oui. Vu que l'eau va... Elle va si vous prenez Moncton, Dieppe, Riverview, là, ces trois-là, ils sont tous relayés ensemble. Ils ont des stations de pompage un peu partout, puis ça va dans ça descend tout dans des gros tuyaux qui s'en vont à Riverview. À Riverview, l'autre côté, vous remarqué, là, l'autre bord, quand on est au centre-ville de Moncton, on voit comme un petit bâtiment rond. L'autre côté à Riverview. Ça, là, je vous invite un jour, si vous avez le temps, d'aller visiter ça. Je ne sais pas s'ils font encore des visites, mais ils faisaient des visites à l'époque. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. C'est relatif, là. C'est de voir cet immense trou, parce que ça descend très profondément dans la terre. Au fond, c'est un gros puits qui ramasse tous les solides et tout ce qu'on floche, là, ça va tout là. Oui, le restant de l'eau doit aller dans la rivière Périgord. Attendez, c'est ça. Et là, par un système de tuyaux, de pompe, c'est remonté. Et là, ça passe par différents filtres. Des filtres grossiers au début pour enlever les gros morceaux. Après ça, ça va dans des espèces de filtres plus minces. Après ça, ça va dans des espèces de centrifugeuses. Ça tourne vite pour permettre de coller ce qui est plus petit sur des parois, etc. Ça s'en va comme ça. Ça, c'était un système primaire. Après ça, on pourrait ajouter un système secondaire tertiaire. Là, pour qu'à l'eau de bout, il sorte de l'eau potable. Ça, c'est pas impossible, c'est faisable. Mais plus qu'on avance, plus ça coûte cher, plus c'est... Alors, pendant des années à Moncton, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on a une toilette naturelle qui floche 2 fois par jour, qui s'appelle la Petit Kodiak. Fait qu'on n'a rien fait. C'était tout s'en allait dans la rivière. Mais c'est plus le cas maintenant. Ça s'en va tout de l'autre côté et vous avez raison, l'eau, à la fin, elle est retournée dans la rivière. Oui, c'est ça. Ça n'absorbe pas dans la terre comme dans les campagnes où on a des systèmes septiques. Non. L'eau le rentre dans la terre, elle est filtrée. Oui. Après ça, elle va dans les veines d'eau. Oui. Mais tout le développement qui se fait partout dans la province right now, je crois assez qu'on va venir avoir des problèmes d'eau. Parce que quoi ce qui arrive, on fait qu'on a cette pièce. Oui, l'eau dans les gros bacs, puis ça descend dans les veines d'eau. Mais quand ça vient trop bas, comme cette année, puis quoi ce qui arrive, c'est que la terre gèle dans les prochaines semaines. C'est quand gèle trop dur, quand même dit qu'il nous vient des grosses pluies durant l'hiver, elle va tout. Elle va pas rentrer, oui. Vous avez raison. Elle ne rentre pas dans la terre. Non. Donc, ça va causer des problèmes. Puis chaque industrie, comme là, le système de gaz qu'elle en perd, si vous disiez qu'ils enlèvent comment 1500... Non, 7 millions de litres d'eau par jour. Oh, c'est de l'eau, ça. C'est beaucoup d'eau. Ah oui, non, c'est énorme la quantité d'eau. Oui. Puis votre question au début, c'est où elle va, cette eau-là? Moi, je peux vous dire, dans le fond, moi, je pensais au début que c'était pour refroidir les réacteurs qui font l'énergie. Mais en fait, l'eau, elle est intégrée au mélange de gaz quand elle est projetée à l'intérieur pour brûler. Et apparemment que ça augmente l'efficacité. Comment? Je sais pas. Je suis pas un ingénieur, je suis pas un spécialiste de ça, mais c'est comme ça que ça a été expliqué. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'eau. Ça permet d'utiliser moins de gaz, mais ça permet aussi d'augmenter l'efficacité, apparemment. Mais ça prend de l'eau. Et ça en prend beaucoup. Est-ce que des municipalités comme Sackville, Port Elgin, Memramcook, Capelé, est-ce que tout ce monde-là qui tourne autour devrait s'en préoccuper? Moi, je pense qu'il y a des questions à poser. Je ne suis pas un spécialiste en hydrologie, mais je sais que si on pompe de l'eau, beaucoup dans un puits, inévitablement, l'eau va venir remplir votre puits. Mais plus vous en pompez rapidement, à un moment donné, il n'y a pas juste l'eau qui passe. Il y a aussi des sédimentations qui vont passer. Donc, l'eau va venir brune, si vous voulez. I hope qu'ils ne développent pas le système de schiste au Nouveau-Brunswick qui ont pas dur. Ça, c'est là. Ça, c'est un gros gaspillage d'eau.
Ça aussi, ça prend beaucoup d'eau, vous avez raison. Pour le moment, il y a un moratoire. Mais si on construit des centrales au gaz, à un moment donné, peut-être que la Pennsylvanie n'auront plus de schiste. Mais là, on fait quoi, là? On a des centrales, il va falloir qu'ils fonctionnent. La réponse qu'on va nous donner, c'est on a investi des milliards. Il faut que ça continue, un peu comme on fait avec Pointe-le-Pro. Ça nous a coûté des milliards, donc on va la faire fonctionner tant que ça marche. Hein? Puis je comprends la logique économique. Alors, si on rentre dans un projet comme ça avec la même logique économique, on va vouloir la garder le plus longtemps possible, même si c'est des Américains qui en sont propriétaires. Puis on va payer le prix qu'ils vont décider de nous la vendre. Ça, c'est une autre affaire. On ne sait même pas comment qu'on va payer du kilowattheure. On ne sait pas. C'est comme... Comment ça qu'on fait ça? Moi, je le comprends pas. Honnêtement, je ne le comprends pas. J'ai beau faire confiance à des gens, mais au moins répondez aux questions du public. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes citoyens qui sont obligés de se former parce que les compagnies et le gouvernement ne répondent pas aux questions de base. Et c'est les gens, à force de loi d'accès à l'information puis de fouiller ici et là, qui réussissent à avoir de l'information. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. On revient vers vous? Oui, au téléphone. Ça, oui, ça va causer des problèmes. On va peut-être avoir des mini-réacteurs au Nouveau-Brunswick. Moi, je vous dirais... ouais, mais ça existe même pas encore. Ça, c'est une autre affaire. Ah, mon Dieu. On rentre pas là-dedans parce qu'on pourrait en parler longtemps. Il y a assez de points de la pro. Pouvez-vous répéter? J'ai pas compris. J'ai dit, il y a assez de points de la pro qu'on a de la misère avec, là. Ouais. Mais anyway, on va donner la chance à d'autres personnes. Merci, puis c'est une bonne émission. Merci d'avoir appelé. Si vous voulez, écoutez, moi, je vous recommande. Je ne vais pas vous dire, faites ceci, faites ça. Mais il y a une réflexion, je pense, à faire sur vers où on s'en va. Est-ce que c'est la bonne solution? Ce que j'ai entendu hier, c'est que non seulement les gens de cette région-là ne veulent pas d'avoir une centrale au gaz dans leur région, mais ils n'en veulent pas nulle part ailleurs au Nouveau-Brunswick. Ils veulent pas, ils sont pas en train de dire mettez-la à Dieppe ou mettez-la ailleurs, mettez-la à Saint-Jean. Ouais, c'est pas une affaire régionale. Là. C'est une question de vision. Et c'est ça qui m'étonne en ce moment, c'est que à cause de notre voisin américain, tout à coup, tous nos objectifs de réduction de carbone puis de prendre soin de la planète, on balaie ça sous le tapis comme si c'était plus important. Put the pedal to the metal, envoie brûle du gaz, parce mon homme. homme. Parce que ça prend de l'argent. Parce que ça prend... Ouais. Puis comme si on était incapable de penser autrement, comme si on était incapable de se dire moi, je pense qu'on devrait garder l'objectif, puis on devrait peut-être se questionner sur comment l'atteindre. Et y a-t-il d'autres façons de faire? Puis ailleurs dans le monde, on est capable de le faire, mais nous, on est encore géré, je pense, par des gens qui ont une vision j'allais dire, dinosaure en termes d'énergie, qui veulent absolument brûler du gaz pour faire fonctionner les systèmes, alors qu'il y a plusieurs autres solutions. Mais c'est comme si, c'est la faute, c'est le municipal qui donne les permis. Ça, j'ai entendu ça aussi hier. C'est pas nous autres qui gèrent ça, c'est le municipal. Oui, mais le code du bâtiment, qu'est-ce qu'on en pense? Pourquoi qu'on ne change pas le code du bâtiment pour s'assurer que chaque nouvelle propriété produise autant d'énergie qu'elle en consomme? La technologie est là. J'invente rien. Et ça relèverait du provincial? On n'a rien qu'à faire un code du bâtiment qui est digne de ce nom. C'est-à-dire que là, on a un code du bâtiment et nos maisons sont bonnes, là. On construit des nouvelles maisons puis on intègre des nouvelles technologies comme les mini-splits, par exemple, ou les thermopompes, puis ces trucs-là. Mais c'est toutes des technologies qui sont la plupart du temps fabriquées ailleurs, qui ne sont pas fabriquées chez nous. Donc, on est en train de subventionner les importations. Indirectement, au lieu de dire, est-ce qu'on peut construire d'une autre manière pour consommer moins d'énergie, mais tout en ayant le même confort? Hein? Ça existe, là. J'invente rien, là. Il y a des certifications LEED, il y a les net zéro, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on attend? Ça, c'est à ça que moi, je m'attends d'un gouvernement. Et non pas de dire, non, ça, c'est pas notre responsabilité, puis ça, c'est le fédéral, puis ça, c'est le provincial, puis ça, c'est le municipal. Hey, asseyez-vous, puis parlez-vous. Jacques Giguère, merci d'être avec nous. J'ai ça aujourd'hui. Et si vous avez des questions, des commentaires, on vous invite à appeler 506-532-0133. Et au retour de la pause, Jacques, je voudrais que tu me commentes un petit peu la démission de M. Guilbeault, le petit remaniement ministériel qu'il y a eu par Mark Carney.
Vous écoutez Parle, Jase aujourd'hui, mardi 2 décembre. Jacques Giguère est avec nous. Jacques, justement, on a parlé beaucoup de questions ou de préoccupations environnementales depuis le début de l'émission, mais M. Guilbeault, qui a démissionné, c'est en grande partie à cause qu'il n'a pas aimé, notamment un contrat là, qui avait été signé avec l'Alberta par le gouvernement, et ce sont des préoccupations environnementales qu'avait M. Guilbeault, et il a démissionné. Il faut se rappeler que M. Guilbeault a été le premier ministre de l'Environnement sous le gouvernement Trudeau. Là. Oui. En fait, lui, c'est un écologiste de longue date. Il était avant d'être député. Et puis... il s'est dit, je vais aller à l'intérieur même du système pour essayer de changer le système de l'intérieur. OK? C'est un peu ça, sa façon de voir. Quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement voulu aller en politique, mais qui est allé parce que c'était le moyen de changer les choses. Si vous voulez changer les choses, le monde politique, c'est une belle façon de faire. Là. Il y a des élections municipales qui s'en viennent l'année prochaine. Si vous souhaitez changer les choses, présentez-vous. Je veux dire, moi, je dis ça souvent aux gens. J'entends des gens qui critiquent souvent « Ah, ça n'a pas de bon sens. » Mais je dis tout le temps, mais présentez-vous. « Ah, mais j'ai pas le temps. » À un moment donné, il faut faire des choix. Et si vous voulez, je dis tout le temps, soit qu'on vit nos rêves ou on vit dans le rêve des autres. À un moment donné, il faut faire ses choix, puis il faut essayer de dire, moi, je pense que faut s'engager. Si vous êtes à la retraite, vous pouvez le faire. Si vous pouvez vous engager dans une cause, dans un conseil d'administration, vous pouvez vous engager et essayer de rencontrer des gens autour de vous, puis de partager des passions communes, puis d'avoir du plaisir, là, tu sais, et de faire avancer les choses dans la direction que vous voulez. Ça, je pense que c'est important de le faire. Et il y a différentes façons de le faire, là, tu sais. Mais M. Guilbeault, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. Lui a décidé, il s'est dit, bon, moi, je peux militer à l'extérieur ou je peux essayer de changer les choses à l'intérieur. On avait, au Nouveau-Brunswick, on a un exemple comme ça qui était M. Louis Lapierre, qui était un ancien professeur qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un professeur à l'Université de Moncton, qui a fondé avec la chaire de développement Casey Irving en développement durable à l'Université de Moncton. Et puis lui, il était C'est M. Louis comment? Louis Lapierre. Lapierre. Okay. Et non pas confondre avec le maire de Dieppe, qui s'appelle Yvon Lapierre. Là, c'est deux choses différentes. Monsieur Lapierre, lui, était donc très proche des Irving, puis il avait créé des zones au Nouveau-Brunswick, des zones protégées, tout ça. Et il voulait changer de l'intérieur. Et puis d'ailleurs, on l'accusait à l'époque de « Ah, c'est ça, tu couches avec l'ennemi. » Et donc, bon, ça, c'est ce genre d'affaires-là que, bon. M. Guilbeault est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui est un militant, qui croit en quelque chose et qui s'est dit « je vais essayer de faire à l'intérieur des modifications qui vont être positives pour la protection de l'environnement, la réduction des gaz, atteindre les objectifs de Paris, tout ça. » Et avec Justin Trudeau, ça pouvait fonctionner jusqu'à un certain point, mais là, à un moment donné, il frappe un mur. C'est-à-dire que là, il y a eu un changement de gouvernement. Même si c'est le même parti, il y a un changement de gouvernement, nouveau premier ministre. Et là, il est relayé à d'autres choses. Il était ministre de Culture, je crois, et autres. Là, j'ai plus la définition exacte de son ministère. Et puis... là, l'identité et de la culture canadienne. Oui, c'est ça, l'identité canadienne, merci. Et là, tout à coup, il avait quand même des convictions environnementalistes. Et là, tout à coup, le gouvernement fédéral a décidé de signer une entente avec le gouvernement de l'Alberta pour construire un nouvel oléoduc entre l'Alberta et la Colombie-Britannique pour exporter plus de pétrole issu des sables bitumineux. Oui. OK. Et là, si on fait ça, on va carrément à l'encontre des objectifs là, qu'on s'était fixés. Ça n'a plus de bon sens. On en produit déjà beaucoup. Le Canada est un gros producteur de pétrole dans le monde déjà. Donc, si on continue d'augmenter, c'est un choix. Là. Je comprends que c'est bon pour l'économie, tout ça, là, mais... à un moment donné, si c'est pour s'empoisonner, il faut peut-être se questionner. Là. On laisse une trace carbone importante. Ça laisse une... Surtout c'est parmi les gaz, c'est parmi le pétrole le plus polluant du monde, les sables bitumineux de l'Alberta. Ça, c'est clair et net, c'est calculé, c'est vérifié, vérifiable. Alors, M. Guilbeault, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé que c'était trop pour lui, alors il a décidé de démissionner. Il a démissionné de son poste de ministre, mais il reste quand même un membre du parti du caucus libéral. Et c'est là que moi, je trouve... Oui, il démissionne pour des convictions qui lui sont chères, donc bravo pour ça, mais en même temps...
il s'arrête à mi-chemin, je trouve. Moi, je pense qu'il aurait gagné à aller plus loin, puis de peut-être se dire, bah, savez-vous quoi, je vais devenir indépendant, ou je vais faire autre chose, parce qu'à un moment donné... ou traverser la Chambre, NPD, vert, name it, là, c'est son choix. Mais il a décidé de rester là. Alors, je suis un peu mi-figue, mi-raisin là-dessus. Ben, je veux savoir pourquoi. Je vais t'en demander plus à ce sujet, mais on va aller au téléphone. Peut-être que c'est justement pour parler de ce remaniement ministériel de la suite. On verra bien. C'est le 506-532-0133 pour nous rejoindre. Parle, Georges. C'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je lève mon chapeau à M. Guilbeault. Parce qu'il a osé, comme bien d'autres, se lever, puis peut-être faire le point parce que c'est quelque chose qu'il croyait dedans. Et puis peut-être, en laissant dans le caucus, il peut peut-être faire une différence, il peut dire, regarde, moi je peux virer mon capot de bord, là, puis quand il y en a, passer une vote pour... Peut-être. Un autre, quand tu as des gens, des ministres qui essaient de faire une différence, qui rentrent, comme tu dis, pour aller au pouvoir, pour faire une différence, par en dedans, on peut parler à Claudette Bradshaw. Oui. Rendue fédérale, elle avait les mains liées, là, la grosse différence, la grosse... travailler contre la pauvreté, ça n'a pas marché comme elle a voulu. Non. Puis elle avait un maudit beau projet, hein? Oui. Moi, je la félicite en cette valeur qu'elle soit partie si tôt. Oui, moi, c'est la première fois que j'ai voté libéral, c'est quand Claudette Bradshaw a été élue. Elle avait un beau projet chez soi, là. Oui. Puis je me rappelle de ça et ça fonctionnait bien. Qu'est-ce qui est arrivé? On a encore une fois coupé les subventions. Puis Oui, bon, c'est toujours la même maudite affaire. On dirait qu'une bonne idée, on n'est pas capable de la garder. Ben, c'est qu'ils se lèvent tout seuls, on dirait. Il n'y a personne d'autre pour les supporter. Isabelle Thériault a fait la même chose au provincial. Elle s'est levée debout pour voter, pour encourager. Mais les autres députés francophones, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont resté assis. Vous parlez de la poursuite en Cour suprême, là? De la SANB? Ben, c'est pour pour la francophonie, ouais. Elle, ça le met debout pour dire non, pour le service en français ou bien pour le gouverneur général francophone. C'est le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, Mme Murphy, qui avait été nommée, qui était unilingue anglophone. C'est ça. La ANB, la Société acadienne du Nouveau-Brunswick, a dit un instant, là, c'est quand même. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ce job-là. Et elle devrait être bilingue de facto parce que c'est une province bilingue. Et là, évidemment, la province dit le contraire. Et là, c'est rendu devant la Cour suprême. Et là, on va attendre le jugement de la Cour suprême. Qui a raison? En fait, j'ai hâte de lire le jugement parce qu'il va nous éclairer sur qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, c'est pas pour rien que la Cour suprême a décidé d'accepter cette cause-là, parce que je pense qu'ils ont vu là une opportunité de clarifier certaines choses, particulièrement le poste de lieutenant-gouverneur dans les provinces. Est-ce que ça doit être bilingue ou pas? Je sais pas. Ça va être vraiment intéressant de lire ça. Oui, parce qu'on revient à ça que tu disais au début, nos élus nous représentent, ils sont fédérales ou au provincial, ils veulent faire une différence. Arrivé là, la différence qu'ils veulent faire, on dirait que ça ne concerne pas tout le monde. Puis, ils sont tout seuls. Isabelle Thériault, ça le vit tout seul. Est-ce que les autres francophones, est-ce que les autres Acadiens? On peut parler un autre cas. Regarde, aux États-Unis, quand Trump a fait son speech, il y a juste un seul démocrate qui s'est levé debout, puis ça fait expulser de la Chambre. Ouais. Parce que c'est que Trump a fait son... Qu'est-ce qui arrive avec les autres démocrates? Pourquoi ils ne sont pas levés, les autres aussi? On dirait que les politiciens vont bon train quand c'est les citoyens ne disent rien. Tant qu'on va rester assis sur nos lauriers, il faudrait prendre des notes puis aller les voir quand c'est qu'ils durant les élections, puis faire signer un contrat. Tu dis ça, là, OK? Je vais te faire signer ce papier ici, comme quoi que si tu respectes pas ton engagement, tu débarques. Mais ils n'ont aucune obligation de résultat quand ils sont élus. Ils ont une obligation de moyens. OK? C'est-à-dire qu'ils peuvent pas vous garantir... Puis ça, je les comprends, là, puis je vais prendre leur défense là-dessus. Ils peuvent pas garantir qu'ils vont atteindre tel ou tel objectif. Le bel exemple de ça, c'est Trump. Il décide, on va mettre des tarifs, puis on va régler le problème.
il ne peut pas garantir que ça va marcher. Ben, Et même si ça ne va pas marcher, parce que ma liberté s'arrête là où la vôtre commence. Donc, à un moment donné, c'est la même chose à tous les niveaux. Ils sont problématiques. Donc, nos députés qui nous représentent, ils ont une obligation de moyens, pas de résultats. Ils doivent prendre les moyens à leur disposition pour atteindre l'objectif que leurs citoyens leur demandent. Mais... disons, se lever debout en chambre et dire que je suis pas d'accord. C'est peu qui font ça parce qu'ils vont souvent contre le caucus. Puis ils vont se faire expulser s'ils disent ce qu'ils pensent. Bien, ça s'appelle la solidarité ministérielle, oui. entre autres. On l'a entendu hier sur les ondes, justement, à par ailleurs, hier, ici, à CJSE. Oui. Qu'est-ce qui s'est produit? Il se dit, ouais, mais notre ministre de l'Énergie nous dit que c'est ça qu'il faut faire. OK, donc on arrête de réfléchir, là, puis on... Non, moi, je pense qu'il faut continuer ce débat-là. Pourquoi qu'il n'y a pas un débat autour de la table pour dire « Hey, moi, j'ai des petits-enfants, là, puis je veux qu'ils aient un avenir, eux autres, là. Pas juste économique, je veux qu'ils soient un avenir social et un avenir environnemental. » Oui, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je pense que c'est leur rôle. Pourquoi ça m'a chuchoté comme toi, M. Gillard, vous disiez ça, là. Ça me tracasse les décisions qui sont prises vite, puis qui n'ont pas eu de consultation. Tu sais, ouais. En tout cas. Mais peut-être qu'il y aura ça, c'est une demande qui a été faite et heureusement, ça a été accepté. C'est-à-dire que le NB Power, l'Énergie Nouveau-Brunswick voulait mettre ça sur le fast track, là, oui. Et puis de ne pas faire une étude environnementale exhaustive. Et le bureau qui s'en occupe a dit non. C'est pas parce que c'est une compagnie privée qu'on va pas faire ça. Donc, ils vont normalement enclencher un processus en ce sens-là. Et c'est là qu'ils doivent faire en plus une consultation publique. En plus de faire des études, ça va faire partie de tout ça. Donc, il y a inévitablement, si ça marche, c'est-à-dire si on va dans ce côté-là, il y aura des questions à soulever. C'est-à-dire des réponses à donner au fur et à mesure qu'on va avancer. Et là, pour le moment, on est obligé de trouver en cherchant à gauche... Enfin, le comité là, qui a été mis sur pied de citoyens, et je lève mon chapeau à ces gens-là qui se lèvent. D'ailleurs, il y avait une dame hier qui était venue parler, une madame Jacqueline... je crois que c'est Furlong, là, je vais mettre mes lunettes, là, qui était là hier, qui était une résidente de Center Village, là. Puis elle est venue témoigner de ce qu'elle vit depuis qu'ils ont décidé de mettre ça là. Je peux vous garantir que je voudrais pas être dans ses souliers. Parce que parlez de la réunion pour le Tintramar. Là. Oui, pour le Tintramar, pour la centrale. Oui, elle, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle, qu'est-ce qu'elle voit? C'est, premièrement, une valeur économique de sa propriété qui vient de chuter fondre comme neige au soleil. Personne ne va vouloir acheter ça aux côtés d'une centrale. Oui. Hein, parce que ça vire tout le temps, l'éclairage, etc., puis la pollution. Vous voulez pas ça dans votre cour arrière. Personne ne veut ça dans sa cour arrière. Mais pourquoi qu'eux l'acceptent? Pourquoi qu'on accepterait pour eux autres? Tu sais, à un moment donné, il faut réfléchir à ça, là. Oui, ouais. Oui. Moi, je trouve que il y aurait les citoyens se mettraient ensemble, comme on dit, les politiciens, comme n'importe qui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent tant que les citoyens font rien. Bien, vous savez... Les citoyens, moi, je les félicite. Vous avez raison, puis vous savez, on peut faire tous quelque chose. On en a des députés, chacun dans sa région. On peut leur parler, on peut leur envoyer une lettre, on peut leur écrire, on peut leur demander de jouer leur rôle, tout simplement. C'est-à-dire d'être un peu plus engagé dans ce dossier-là. C'est ça, moi, que je m'attendrais de eux. Pour le moment, là, engagez-vous parce que, comme dirait un de mes collègues, smell the propane. Hey, je vous remercie beaucoup pour votre appel au téléphone. On a quelques appels encore en attente. J'irai en prendre un dernier. Vous voulez lancer un dernier mot? Non, c'est beau sujet. Puis il faut continuer là-dessus pour garder les citoyens alertes. Hey, merci beaucoup à vous pour votre appel. Merci d'avoir participé. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Vous avez touché plusieurs sujets ce matin. Oui. Il faut y aller vite. Il reste aller vite. Premièrement, M. Guilbeault. Jacques, c'est clair. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? OK, c'est ses croyances, puis ci, puis ça. Mais que les gens ne s'en rappellent pas. Lui, c'est un fanatique. Bon. Oublie ça, que c'est pas le bien, le mal, mais c'est un fanatique. De toute façon, il a démissionné d'être le ministre. Bon, oui. Il est resté autour. Savez-vous pourquoi il est resté autour? Pourquoi? Il a besoin de 8 ans pour sa pension. Il y a seulement 6 ans.
OK? Oui, mais il n'y a rien qui empêche d'être indépendant ou de traverser la Chambre. Exactement, mais il ne va pas prendre ce risque-là de toute façon. Ça, c'est une autre histoire. Quand vous parlez de Tantamar, là, c'est important que les gens, que je sais que Jacques, tu es bien informé, puis je te félicite sur ça, tes sujets, tu as des bons points. Des fois, je suis d'accord avec toi, des fois, je ne l'ai pas. Mais l'autre chose, c'est que quand on compare des Irving puis NB Power, c'est des compagnies privées puis publiques. Oui. Irving, c'est une compagnie, quoi? Publique. Irving, non, c'est pas... Non, excusez, je m'ai tombé le mot. C'est le contraire. Privé. Les compagnies privées, en Irlandais, sont là pour faire des récitounes. Oui, ils sont là pour le profit. So, quand on regarde NB Power, c'est une compagnie, là, ça fait des années, ils sont dans le rouge. OK? Leur inefficacité, ils arrangent ça en montant les prix. OK? Une compagnie très inefficace, comme tu le sais. Oui. Or, on compare des affaires que... Hey, moi, félicitations, Irving. On est chanceux. C'est la plus grosse raffinerie au Canada. Oui. Au Canada, là. Oui. OK? Puis on a de la misère d'amener de l'huile de l'Ouest, c'est ici. Oui, mais le pétrole qui est raffiné, la majorité du pétrole raffiné à Saint-Jean, il va où? Ça va où? Ça va aux États-Unis. Ben voilà. Oui, donc, mais nous autres, on garde la pollution. Nous autres, on a toute la pollution, mais c'est eux autres qui vont avoir le pétrole. Ah, ben oui, mais on est chanceux qu'on les a dans notre cours en arrière. Puis c'est pas parfait, là. Puis là, on a des représentants qui sont supposés nous représenter, puis se connaissent bien, là. Oui. C'est comme une compagnie privée, là. Oui. Le gars qui siège sur un pupitre, là, puis il dit au CEO, va manger de la colle, là. Oui. OK? Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ils vont manger de la colle. Puis le gouvernement, c'est pareil. Le petit député qu'on a embauché dans notre coin, nous autres, là, il s'en va là-bas, puis là, il dit, oh, Colin, il y a moyen de gang, là. Je les connais pas toutes, là, non plus, là. Alors, pourquoi qu'on les élue de bord? Ben, c'est parce que c'est notre système démocratique qu'on a, là, Jacques. Donc, vous avez abdiqué, puis vous vous dites que c'est le privé qui gère le gouvernement? Ah, non, c'est pas le privé. Le privé, les autres ont les lobbyistes, comme tu sais. Oui. OK, ils ont du monde capable. Oui. Ils ont du monde instruit dans ce domaine-là. Oui. Tandis que nous autres, comme députés, quelles sont les qualifications de nos députés? Oui, mais ça les empêche pas de poser des questions. Écoute, là, Jacques, c'est ça que c'est le problème, là. Quand notre système démocratique, là, les qualifications des représentants qu'on envoie là-bas, on envoie-tu des loups ou on envoie-tu des moutons? Ah ben, c'est à nous de les élire. C'est ça, Jacques, c'est ça. Donc, vous êtes en train de dire qu'on envoie des moutons? Voisins, on parle de ça souvent, là. On va avoir quelqu'un de là-bas. Moi, je vais avoir un bœuf qui s'en va là-bas. Ben là. Mais pourquoi qu'on vote pour des moutons de base? C'est ça que vous me dites? Parce que les gens, ils disent, ben lui puis elle, là, ils sont des mondes bien gentils, tout ça, là. Si tu s'en vas là comme un gentil, tu vas te faire manger, Colin. OK. Donc, vous trouvez que... Que notre système, exactement. Moi, que j'aimerais avoir, Jacques, des qualifications pour ceux qui veulent se présenter. OK. OK? Mais... Des qualifications comme monsieur, comme toi, Jacques, t'es un gars instruit, tu t'es arrondi avec les sujets, tu t'informes avec ce qui se passe dans la communauté, tu t'informes avec ce qui se passe dans la province. Moi, j'étais un peu pareil, là, OK? Bravo. Toi, tu parlais là, tu parlais te défendre pas mal fort. En fait, moi, j'essaie de comprendre. Ma priorité, c'est d'essayer de comprendre. Oui, exactement. Et après, on va évaluer qu'est-ce qui est la meilleure option. On fait tout ça dans nos familles, hein? Exactement. On fait tout ça. Mais Jacques, quand tu comprends, il faut qu'on filtre de plusieurs choses. Oui. Filtrer, là, c'est le mot urgent. Non, prends pas tout pour acquis, Colin. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le doute créateur, le doute qui nous empêche d'avancer, j'ai de la misère avec ça. Mais le doute qui nous dit, c'est-tu vraiment ça? Je pense qu'on est là-dessus. Oui. Oui, mais tu vas toucher plusieurs sujets. Faut pas faire la confusion, puis tu n'as pas dit que tu l'as fait, là. Mais quand c'est privé puis public, c'est complètement... Mais vous avez raison, c'est une société d'État. Est-ce qu'on a encore 30 secondes? Oui, c'est vraiment terminé. Hey, mais je vous invite, monsieur, vraiment à appeler un peu plus tôt quand vous voulez parler avec nous à Parle Jazz. C'est sûr que là, on est dépassé 10 heures. OK, parfait, bien gentil. Merci beaucoup. Mais je vous invite à terminer quand même. Votre dernier mot, allez-y. Même on sort de l'autre bord de la table avec Jacques, puis pour être là, Sébastien, puis on pourra en discuter des affaires. Bon, il y aura un bon café ensemble, puis on continuera une jasette. Mais tu comprends où je viens, là, hein? Oui, puis je suis pas moi, je vous critique pas du tout. Au contraire, j'aime les gens qui sont capables d'exprimer un point de vue comme le vôtre, puis en fait, c'est comme ça qu'on grandit comme société. Exactement. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Loin de là. D'ailleurs, ça serait plate si on était tous d'accord. Mais je voudrais pas ça. Mais qu'on soit capable de se parler et de débattre des idées. Moi, là, on est en business. Oui, mais c'est ça. Je dis, Sébastien, quand tu avais les deux ministres qui étaient avec toi là, la semaine passée, le vendredi, je pense que c'était avec toi, là. Yeah. Et Colin.
Hey, on aurait eu du fun avec ces deux-là, moi puis Jacques ensemble. Ah, ben... Ah, c'est bien certain. Moi, j'ai du fun à vous entendre débattre, en tout cas, mais je vais vous dire donc à une prochaine fois. Bien gentil, merci beaucoup. Et tentez d'appeler un peu plus tôt. Merci. OK, merci à vous. Hey, bonne journée. Hey, puis la tempête qui s'en vient peut-être ce soir. Ouais, ben juste dire aussi, Jacques, qu'on va finir sur un paquet de petites choses là, à mentionner, parce que juste dire que Stephen Guilbeault, on a parlé beaucoup de sa décision, de sa démission, mais il a été remplacé par Mark Miller. Oui, c'est ça. Il faut le mentionner, qui occupait le poste, lui, de ministre de l'Immigration dans le gouvernement Trudeau, qui a été nommé ministre de l'Identité et de la culture canadienne et ministre responsable des langues officielles. Ben, félicitations. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérience. Il pourra faire un bon travail, je suis convaincu. Exact. Et juste un petit texte que j'ai reçu, une recherche par rapport, tu me parlais de M. Louis Lapierre, c'est ça? Oui. Ça a l'air que en 2013, Radio-Canada avait rapporté que M. Lapierre avait falsifié ses diplômes universitaires. Plus précisément, il prétendait être titulaire d'une maîtrise d'un doctorat en écologie de l'Université du Maine, mais en réalité, il avait obtenu une maîtrise en didactique des sciences de l'Université du Maine, puis un doctorat en éducation de l'Université Walden. Puis pas longtemps après, il a présenté ses excuses, il a démissionné de ses fonctions. Je me rappelle de tout ça. Puis je pense pas que ça vaut la peine de ressortir tout ça. Puis je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que M. Lapierre s'est expliqué là-dessus par après. Effectivement, quand il avait appliqué à l'Université de Moncton, il avait pas inscrit la bonne affaire. Ouais. Il a son doctorat. Il avait son doctorat, mais c'était pas celui-là qu'il avait inscrit. Comprenez-vous? Ouais. Donc là, il y a des gens qui sont montés aux barricades parce que ça faisait leur affaire de se débarrasser d'une personne comme ça. Fait que c'est pour ça que Lapierre, il y a beaucoup de choses, des recommandations qu'il avait faites qui ont été mises de côté. Il n'en demeure pas moins que sur le fond, il avait raison sur beaucoup d'affaires. Puis à un moment donné, ça, c'est souvent une stratégie en communication. Quand on ne peut plus s'attaquer au message, on s'attaque au messager. Alors ça, c'est facile en communication. Vous allez voir ça constamment. Constamment, on va critiquer les personnes. Donc oui, c'est une chose qui est arrivée dans le passé. Puis je trouve ça regrettable qu'une université et que aussi M. Lapierre ait fait ça. En fait, moi, je trouve... C'est un éléphant. C'est pas un éléphant dans un... Je trouve dans la pièce. C'est une tempête dans un verre d'eau. Un chien dans un jetier, une tempête dans un verre d'eau. Là, je m'en allais dans une série de clichés, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je pense qu'on a été un peu injuste par rapport à ça. Je pense qu'il méritait... En tout cas, moi, il dit encore mon respect. Malheureusement, il est décédé, mais j'avais beaucoup de respect et d'estime pour cette personne-là, parce que c'était une personne qui a fait évoluer vraiment beaucoup de dossiers. Mais oui, il a fait une erreur sur son document. C'est tout. Et Jacques, tu voulais mentionner Tempête de demain? Ben oui, c'est probablement notre première tempête dans le sud-est. Oui. Alors, assurez-vous que vous avez de l'essence pour votre souffleuse. Si les vous avez pneus d'hiver? Oui. Si c'est pas fait, ben là, il est un peu tard pour y penser. Il est un peu tard, mais il faut faire très attention. Au moins, sortez votre pelle du fond du cabanon du shed pour être sûr que vous l'ayez à la portée de la main, parce que ça devrait commencer cette nuit, j'ai compris. OK. Et puis, tiens, en terminant, juste le dernier message que j'ai reçu par courriel, déçu du départ de M. Guilbeault. Mais il ne faut pas prendre de décision radicale. Allons dans la direction de devenir autosuffisant en énergie. C'est la chose à faire. Un commentaire d'un auditeur. Importer notre énergie des autres pays est aussi très polluant. Leurs normes environnementales sont certainement remises en question. Bon, c'est un commentaire. On pourra commenter une prochaine fois. Absolument. Mais vraiment, merci d'avoir participé à l'émission en grand nombre aujourd'hui. Au revoir. On se revoit la semaine prochaine. Excellent. Et puis, demain, bien sûr, je rejoindrai les lève-tôt plus tôt, mais allez, aujourd'hui, plein de musique. Et puis, une bonne émission de Parle, Changeance avec Luc Doucette demain. CJSE, une station...